Monsieur le président, mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, monsieur le Premier ministre, avez-vous seulement conscience du niveau de consternation et de colère que ressentent les Français devant le spectacle donné par ceux qui les gouvernent? Le spectacle de quelques happy few qui s'accaparent le pouvoir, qui s'y accrochent coûte que coûte, qui se nomment, se renomment entre eux, bien au chaud dans leur tour d'ivoire. Avez-vous seulement conscience du degré de déconnexion entre vous qui gouvernez et les Français qui vous regardent? Savez-vous quel est le mot qui revient le plus lorsque j'échange sur la situation politique avec les habitants de mon département du Nord? Le cirque. Oui, par l'attitude de votre camp politique et en premier lieu du président de la République, la politique est devenue un vaste cirque aux yeux de nos concitoyens. Et que dire du cirque joué par les acrobates en chef, les Républicains qui participent au gouvernement puis n'y participent pas, les Républicains qui excluent ceux qui font le choix personnel d'y participer, mais qui soutiennent ce même gouvernement, quelle cacophonie. N'y voyez aucune ironie de ma part. Je ne me réjouis pas de ce désordre, mes chers collègues. Ça ne m'amuse pas quand la Macronie et la droite donnent ce spectacle. C'est l'ensemble de la classe politique qui est éclaboussée. Aux yeux des Français, ne nous y trompons pas, nous sommes toutes et tous dans le même sac. Dans cette confusion générale, nous, socialistes, aurions pu faire le choix de la censure. La tentation était grande de sanctionner d'emblée ce gouvernement, tant il est insupportable de voir le pouvoir confisqué encore et toujours par les mêmes. Nous n'avons pas fait le choix de la censure car nous avons fait le choix des Français. Si je me suis engagé en politique, c'est avec la conviction que la politique pouvait changer leur vie. C'est ma seule boussole encore aujourd'hui et croyez-moi, ils ne veulent pas le chaos. Ils n'espèrent pas non plus le grand soir. Ils veulent vivre mieux, là, maintenant, sans attendre 2027 ou une hypothétique démission du président de la République. Non, les Français n'ont pas le temps d'attendre. Voilà pourquoi nous avons répondu présent, monsieur le Premier ministre, à chacune de vos invitations, pour vous faire part de nos demandes. Elles sont claires et surtout, elles sont plébiscitées par les Français. La justice fiscale d'abord, elle est incontournable, monsieur le Premier ministre. Les Français ne peuvent plus supporter de se serrer la ceinture pendant que certains s'exonèrent de contribuer à l'effort national. Sous le quinquennat d'Emmanuel Macron, les dividendes du CAC 40 ont explosé et la fortune des 500 familles les plus riches a doublé. Pendant ce temps-là, en 2023, le groupe LVMH percevait 275 millions d'euros d'aide publique tout en engrangeant 15 milliards d'euros de bénéfices. Preuve, s'il en fallait, de votre priorité donnée au confort des ultra-riches. Monsieur le Premier ministre, demandez un tout petit peu à ceux qui ont tout, plus que tout, pour épargner un peu ceux qui n'ont rien ou presque rien, c'est bien la moindre des choses. C'est pour cela que nous réclamions la taxe Zuckman. Vous l'avez refusée. Nous proposerons un amendement en ce sens. Et si le gouvernement s'entête à le rejeter, nous attendrons qu'il avance des alternatives concrètes et solides. J'ajoute au passage que le RN, qui prétend défendre les classes populaires sur tous les plateaux de télévision, a déjà annoncé qu'il s'opposerait à notre amendement. Les masques tombent, laissant apparaître le visage de ceux qui, derrière les beaux discours, ne défendent en réalité que les nantis. Contrairement à l'extrême droite, la justice sociale est au cœur de nos combats. Il faut d'urgence des mesures pour soutenir le pouvoir d'achat des Français et pour leur permettre de vivre dignement de leur travail. Là aussi, nous attendons vos engagements clairs. J'en viens à la suspension de la réforme des retraites. Enfin, fallait-il que votre gouvernement soit en grand péril pour que vous consentiez enfin à renoncer à cette réforme? Je vous le dis, monsieur le Premier ministre, cette réforme de 2023, injuste, imposée sans débat, rejetée massivement, est restée comme une blessure sociale et démocratique profonde. Il était temps d'y renoncer, vous l'avez fait. La force de nos arguments finit par s'imposer et la suspension de cet impôt sur la vie est venue. C'est la colère du pays qui vous l'a arraché. Et c'est une victoire indéniable pour les 3,5 millions de Français qui vont pouvoir partir plus tôt en retraite et profiter d'un repos bien mérité. C'est à eux que je pense en ce moment, et en particulier ceux et surtout celles
qui ont travaillé dur depuis leur jeune âge. C'est aussi une reconnaissance tardive, mais bienvenue, du combat des organisations syndicales. Alors j'entends déjà les cris d'orfraie et autres procès en trahison. Eh bien, je le dis haut et fort de ce plateau, oui, nous assumons de ne pas censurer ce gouvernement pour arracher des victoires comme celle-ci pour des millions de Français. Oui, nous assumons de faire le choix de la stabilité, parce que cette stabilité-là doit être gage de justice. Et nous vous jugerons sur vos actes. Mais soyons clairs, Monsieur le Premier ministre, notre décision de ne pas censurer ne vaut ni approbation, ni chèque en blanc à votre gouvernement. Les textes budgétaires présentés hier en Conseil des ministres ne sont pas les nôtres. Certes, l'assouplissement de la trajectoire budgétaire que vous proposez est un premier signal intéressant. Mais jamais nous n'accepterons le doublement des franchises médicales, le gel du barème de l'impôt sur le revenu ou encore l'année blanche, qui correspond de fait à un gel des prestations. Vous nous trouverez sur votre chemin tout au long des débats budgétaires et nous resterons intraitables sur ces sujets comme sur l'ensemble de ceux qui concernent les plus modestes. Il est temps de tourner le dos à 8 ans d'une économie dérégulée, d'une fiscalité inéquitable, d'une action publique affaiblie. Cette politique a échoué, elle a aggravé les inégalités, elle a dégradé nos services publics et elle a mis en péril nos équilibres budgétaires. Monsieur le Premier ministre, cela fait 8 ans que vous participez à cet affaiblissement généralisé. Vous promettez une rupture. Nous vous prenons au mot. Quant à nous, membres du groupe socialiste, écologiste et républicain, cela fait 8 ans que dans l'opposition, nous n'avons cessé d'affirmer qu'une autre voie était possible, plus juste, plus efficace, plus fidèle à l'intérêt général. Parce que nous n'acceptons pas que 10 millions de nos concitoyens vivent sous le seuil de pauvreté, que 5 millions de salariés vivent péniblement avec le SMIC, que les classes moyennes s'enfoncent dans le déclassement, que l'insécurité progresse, que les services publics se délitent et que la France procrastine en matière d'engagements environnementaux. Pendant ce temps, notre pays s'endette de 60 milliards de recettes fiscales par an, sans stratégie ni vision. En 2026, la charge de la dette atteindra 70 milliards d'euros, soit l'équivalent de toute la richesse nouvelle créée la même année. Cette politique, en creusant les fractures sociales et territoriales, a ouvert la voie au populisme. Vous en portez une lourde part de responsabilité. Je n'ai pas oublié la promesse faite au pied de la pyramide du Louvre, le 7 mai 2017, par Emmanuel Macron, nouvellement élu président de la République. Je cite : « Je ferai tout pour que les Français n'aient plus aucune raison de voter pour les extrêmes. » En 2017, il y avait 8 députés d'extrême droite. Aujourd'hui, ils sont 140. Voilà le résultat de vos choix. Malgré ce contexte, je salue votre décision de ne pas recourir à l'article 49, alinéa 3. Nous l'avions réclamé parce qu'il fallait là réparer une anomalie démocratique. Le Parlement reprend enfin la main et c'est heureux. Gageons que les débats à venir permettront de corriger les mesures qui sont pour nous inacceptables. Nous serons extrêmement vigilants et déterminés face à tout recul social. Notre ligne écarlate est claire. Nous refusons que les plus modestes payent une fois de plus le prix des erreurs accumulées depuis 2017. Monsieur le Premier ministre, il n'y aura pas de justice durable sans justice sociale. Il n'y aura pas de justice sociale sans justice fiscale. Il n'y aura pas de croissance sans relance du pouvoir d'achat. Et il n'y aura pas de redressement sans confiance retrouvée envers les collectivités territoriales. Ce sont elles qui, souvent seules, avec courage et abnégation, pallient vos reculs en matière de solidarité. Ce sont elles qui encore font face à des restrictions budgétaires toujours plus sévères et à des transferts de compétences sans moyens, à des suppressions de recettes fiscales. Ce sont elles qui subissent vos critiques injustes de mauvaise gestion. Quelle considération avez-vous pour nos territoires quand vous leur demandez toujours plus en leur donnant toujours moins ? La décentralisation providence est devenue une décentralisation pénitence. Je vous en conjure, reprenez à votre compte le principe de subsidiarité pour rendre plus efficace l'action publique. Reprenez à votre compte l'indispensable confiance envers nos 500 000 élus locaux
qui ne doivent plus douter de leur utilité et de leur engagement. Reprenez à votre compte l'extraordinaire créativité et les innovations améliorant la vie quotidienne cultivées par nos collectivités territoriales comme autant de réponses républicaines. Et que dire des territoires ultramarins, une fois encore relégués au second plan de votre action? Ils subissent un coup de rabot inacceptable dans vos textes budgétaires, avec près de 750 millions d'euros de coupes sur un budget annuel d'à peine 3 milliards. C'est une véritable claque infligée à des territoires déjà fragilisés par la vie chère, la pénurie de logements et l'insécurité économique. Alors, j'ai une pensée émue pour nos concitoyens mahorais, durement touchés par le passage du cyclone Chido, qui attendent encore les moyens à la hauteur des promesses gouvernementales. Je pense aussi à la Nouvelle-Calédonie, où la situation demeure très préoccupante. Les orientations gouvernementales passées, éloignées de l'esprit de l'accord de l'UMEA, ont pu accentuer les divisions. Les accords de Bougival, fruits d'un dialogue patient et constructif, doivent être respectés et appliqués. Ces règles rappellent une même exigence, celle de la parole donnée, du respect des engagements et de la fidélité aux valeurs républicaines. Monsieur le Premier ministre, j'ai évoqué de nombreux aspects budgétaires, mais au-delà des finances publiques, d'autres menaces pèsent sur notre démocratie, des menaces qui ne se mesurent pas en euros, mais en valeurs. Protéger l'État de droit, qui est sacré, est intangible, ne coûte rien, Monsieur le Premier ministre. Accorder à chacun une fin de vie digne et librement choisie ne coûte rien, Monsieur le Premier ministre. Renoncer à la loi audiovisuelle publique ne coûte rien, Monsieur le Premier ministre. Par contre, soutenir l'extrême droite plutôt que le Front républicain, comme dans le Tarn-et-Garonne dimanche dernier, fait payer le prix fort à notre démocratie. Vous l'aurez compris, nous ne serons jamais vos alliés. Si nous ne vous censurerons pas demain, c'est aussi parce que, au regard des bouleversements qui secouent le monde, la voix de la France doit être forte. Dans ce contexte anxiogène, nous ne vous censurerons pas demain, mais nous resterons une opposition exigeante et nous n'aurons pas la main tremblante si vos engagements n'étaient pas tenus. Alors, à la veille des 90 ans du Front populaire, je fais miens les mots de Léon Blum. Toute société qui prétend assurer aux hommes la liberté doit commencer par leur garantir l'existence. Voilà la base de notre engagement, Monsieur le Premier ministre.